Vous asseoir, merci. Pour cette seconde partie de l'après-midi et qui clôturera cette première journée de l'Université d'été au 5T 2015, je donne la parole à Myriam Maestroni et à Monsieur Denis Baupin. Merci. Alors, voilà l'état général de ce qui se passait dans la zone chinoise, la zone russe, les États-Unis, et on va continuer un petit peu sur les différentes zones du monde. Mais avant, à mes côtés, Denis Baupin qui a accepté de clôturer quand on sera arrivé au terme des présentations aujourd'hui à la journée, qui est évidemment extrêmement mobilisé autour de ce sujet de la COP21 et qui a écouté avec attention les présentations, avec aussi les retards de train qu'ont souffert certains d'entre vous. Donc voilà, merci d'être parmi nous, Denis, on est très heureux. Merci de m'avoir invité. Voilà, et puis je vous invite peut-être un mot sur ces universités ou sur ce contexte particulier à 100 jours de la COP21. On développera en conclusion avant d'accueillir nos prochains présentateurs. Oui, je dirais quelques mots de plus. Évidemment, c'est un sujet crucial d'aborder cette question dans une université comme celle-là que de parler de la COP et de la situation dans laquelle on est. La semaine dernière, il y avait l'université d'été de mon parti politique. Je ne vais pas vous parler de politique, mais on recevait Laurent Fabius qui nous a fait l'état un peu de la négociation et des retours des différents pays, des espoirs potentiels d'accords, etc. On voit bien qu'aujourd'hui, ce qui s'annonce, c'est un accord, probablement, qui sera en deçà de ce qu'il faudrait faire, voilà, pour la faire courte. Et donc, les 3 mois qui viennent sont extrêmement importants pour aboutir à l'accord, pour essayer de faire monter l'exigence, et aussi pour voir comment, à partir du moment où les États, probablement, ne seront pas capables d'atteindre l'objectif des 2 degrés, comment l'ensemble des autres acteurs, et vous en faites partie, peuvent contribuer à faire le reste du chemin. Je pense que cette question-là est une question clé et que parfois, finalement, le politique peut être relativement en retard par rapport à ce qui se passe réellement dans le monde et que même si le politique n'arrivait pas à atteindre un accord aussi ambitieux que possible, ça peut être la société, ça peut être l'économie, les entreprises, etc., qui font le reste du boulot. Moi, je pense qu'en tout cas, et donc ce débat cet après-midi, justement, pour voir un petit peu où ça en est sur un certain nombre de continents, peut nous éclairer là-dessus. Et alors demain, on aura évidemment des cas sur les entreprises, des gens qui font, et on passera la journée à ça. Alors en attendant, on va aller voir un petit peu du côté de l'Afrique, puisque l'année prochaine, on l'a vu, la COP22 aura lieu au Maroc. On a parlé de solidarité entre le Nord et le Sud sur le plan énergétique, cette solidarité énergétique. Et donc je vais appeler pour 10 minutes Guillaume Pouillevé, qui va nous parler de ce sujet de l'accès à l'énergie dans une Afrique en mutation et qui a aussi évidemment son mot à dire, Guillaume. Alors, pardon, je fais juste un rappel, je ne présente pas de façon très précise les intervenants parce que je tiens beaucoup à ce qu'on se réfère au petit livret où tout est expliqué et qui est dans l'ordre des interventions pour rendre ça plus simple. Donc tout le monde sait qui vous êtes. Très bien. Alors, ma présentation, c'est effectivement sur, on m'a demandé de parler de la transition énergétique dans une Afrique en mutation. Et la question, c'est, alors, en 2 mots, voilà, bon, du coup, je ne sais pas s'il y a besoin de présenter Enea. Donc, Enea qui travaille sur les questions d'accès à l'énergie auprès des industriels, auprès des institutions. Et moi, en particulier, je m'occupe de ça en Afrique. Et on a un business model très spécifique, c'est-à-dire qu'on consacre 10% du temps de l'entreprise à du mécénat de compétences auprès des entrepreneurs sociaux en Afrique sur ces questions d'accès à l'énergie. Donc, vous aurez les présentations peut-être après et vous pourrez regarder. La question de la transition énergétique en Afrique, est-ce que c'est une question de transition ou est-ce que c'est une question d'accès à l'énergie ? On estime à entre 60 et 80% de la population d'Afrique subsaharienne pour laquelle la source principale d'énergie, c'est le bois et la biomasse. Donc on n'est pas forcément en train de se poser la question de savoir si on est en train de faire une transition
quelque chose de carboné vers autre chose, mais plutôt de se dire comment va se passer l'accès à l'énergie en Afrique subsaharienne. Alors je parle d'Afrique, en général, Afrique subsaharienne, on travaille beaucoup moins, nous, au Maghreb, et donc plutôt les 48 pays d'Afrique subsaharienne. En début de mois, dans Jeune Afrique, il y avait une citation de Pierre Chauvel qui disait « Un intellectuel est un homme qui emploie plus de mots qu'il n'en faut pour dire plus qu'il n'en sait ». Donc nous, on se concentre sur ce qu'on connaît, et ça sera déjà pas mal. Donc la question, c'est comment l'accès à l'énergie va se faire. Tout à l'heure, on parlait des fondations, entre autres, qui sont en train de se mettre en place en France. En général, ces fondations disent ce qu'il faut faire, mais ne disent pas comment ils vont le faire. Donc juste par rapport à ce qui a été dit il y a une demi-heure sur certaines fondations. Donc je vais vous parler des besoins. On voit que l'accès à l'énergie en Afrique, voilà, donc sur les questions de biomasse, on dit 60-80% des gens utilisent la biomasse comme source d'énergie primaire. L'OMS estime que dans le monde, 4 millions de personnes meurent chaque année à cause des fumées toxiques liées à l'utilisation de la biomasse traditionnelle pour la cuisson. On va y revenir après. En Afrique de l'Ouest, on estime que c'est, devant le palu, la première cause de mortalité. Donc les émissions de particules liées à la mauvaise cuisson des aliments dans la cuisson des rues, ce qu'on appelle sur les foyers 3 pierres, est une cause de mortalité très importante. Donc le travail à faire sur l'amélioration de ces cuissons est important à plusieurs aspects. Pourquoi, à quoi sert l'accès à l'énergie en Afrique? Pourquoi on a besoin, pour contribuer au développement en Afrique, de travailler sur l'accès à l'énergie? On travaille sur, alors vous avez plusieurs aspects qui sont la sécurité alimentaire. Au Sénégal, on estime que 50% des fruits et des légumes sur les marchés sont perdus avant d'arriver à destination finale pour un problème de chaîne du froid. La chaîne du froid est très importante, donc nous on travaille sur des frigos solaires. On travaille avec des entrepreneurs sur des frigos solaires. Et pour vous dire les besoins en froid, pour vous donner un exemple, les employés d'électricité du Mali ne payent pas l'électricité. Et vous vous retrouvez avec des hangars au Mali qui ont été montés par les employés, où ils installent un nombre incroyable de frigos qui ensuite sous-louent pour générer du business. Donc voilà, le besoin est énorme et du coup, on n'a rien inventé. On a dans le détournement. Mais le besoin, voilà, pour conserver les aliments, on sait qu'il y a peu d'énergie, donc celui qui a l'énergie, il va pouvoir créer du business. Pareil, au Sénégal, on parlait l'autre jour avec des gens sur la chaîne du lait. Donc c'est des exemples vraiment l'accès à l'énergie, c'est assez concret. Le lait au Sénégal, il y a un problème d'approvisionnement. Les grands laitiers disent on n'a pas accès au lait et les producteurs de lait disent on n'arrive pas à l'apporter jusqu'au laitier. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à le conserver, on n'a pas l'énergie pour le conserver. Et ça, c'est assez important, cette approche, parce que souvent, on se dit, l'accès à l'énergie, si on donne de l'énergie dans un village, ils vont pouvoir avoir de la lumière, une télé, charger un téléphone. C'est bien, mais ça ne crée pas de valeur. Et donc, c'est pas durable. La chaîne du lait, si on donne de l'énergie à des gens qui vont produire du lait, ils vont pouvoir le revendre, ils vont générer des bénéfices, et là, dans un deuxième temps, ils auront de l'argent durable pour ensuite satisfaire leurs besoins. Donc ça, leur distraction et leurs besoins secondaires, dirons-nous. Mais donc, cet accès à l'énergie créatrice de profit, c'est quelque chose qui est assez important. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour la sécurité alimentaire. On travaille aussi sur l'accès à l'énergie, sur les questions de santé. Donc on parlait des foyers améliorés. Je vais peut-être vous montrer tout de suite. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est qu'un foyer amélioré. Donc vous voyez dans l'image en bas à gauche, traditionnellement on fait la cuisson sur des foyers 3 pierres, donc 3 cailloux, une casserole. Et donc la combustion se fait très mal. Si vous utilisez toutes ces technologies-là à gauche de foyer amélioré, vous diminuez de 30%, entre 30 et 50% la consommation de bois ou de charbon ou de résidus agricoles. 30% de moins de consommation, c'est 30% de pouvoir d'achat en plus. Bon, je ne suis pas sûr de prendre les chiffres. Gros impact sur la déforestation. Quand vous êtes à la campagne, ce n'est pas du charbon, c'est du bois. Quand vous êtes en ville, c'est du charbon. Si la carbonisation se fait mal, 8 kg de charbon pour 8 kg de bois pour 1 kg de charbon. Déforestation énorme. Donc, utilisation des foyers améliorés. On évite la déforestation et on lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, les questions de santé, on parlait des émissions pour ceux qui font la cuisine. On travaille actuellement aussi, alors ça, c'est pas très sexy, mais c'est hyper important, sur les morgues solaires aussi. Transformation du solaire en froid pour la conservation des corps.
Et ça, pour des problèmes de santé, c'est quelque chose qui nous passionne. On se dit on a un impact incroyable si on arrive à transformer le solaire en froid pour la conservation des corps. Quand on le voit, ce qui se passe en Guinée, au Libéria pour Ebola, il y a vraiment, voilà, il y a un marché et il y a quelque chose d'assez intéressant à faire. Réduction de la pauvreté, qui est un des objectifs du millénaire. Bien sûr, création de valeur, donc on en parlait. Vous donnez de l'électricité à des gens, ils auront bien sûr tout de suite des idées pour la valoriser, que ce soit des mécaniciens, que ce soit une boutique qui va pouvoir ouvrir plus tard le soir. L'accès à l'énergie contribue nettement à la réduction de la pauvreté. L'accès à l'énergie comme source d'impact sur l'éducation. On le sait que les lampadaires solaires, en Afrique de l'Ouest, à 18h, il fait nuit noire toute l'année, et c'est vraiment nuit noire. Très peu d'éclairage public, là où il y a des habitations, donc c'est compliqué. 1 heure d'électricité en plus, c'est avec de l'éclairage solaire à 18h, c'est l'éducation, les jeunes qui peuvent faire leurs devoirs, des business qui ouvrent plus tard, et ça donne accès à l'Internet. Pas d'électricité, pas d'Internet. L'Internet, quand même, favorise l'éducation. À ce propos, il y a une initiative assez intéressante de Bolloré, justement dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, qui développent des blue zones, où, avec des panneaux solaires, ils donnent accès, moyennant quelques francs CFA, à de l'Internet, un petit centre de santé, donc pas mal de choses qui facilitent l'éducation. Donc ça, c'est les besoins, pourquoi on a besoin d'accès à l'énergie en Afrique, à quoi ça va servir et tous les impacts qu'on peut avoir. La deuxième question, alors c'est pareil, c'est de... Hop, voilà. Non, on va revenir. Comment on apporte l'accès, comment on résout ces questions d'accès à l'énergie en Afrique avec des solutions qui sont pas toujours, et même rarement, les mêmes que chez nous. Selon la taille et les besoins, on va se retrouver avec différentes technologies. Donc vous avez des systèmes hors réseau, ou des mini-réseaux, ou alors des solutions plus classiques comme chez nous, avec des grosses centrales. Nous, on travaille essentiellement sur tout ce qui est hors réseau et mini-réseau. Ce qui est en rouge, c'est toutes les technologies d'électricité, et tout ce qui est en vert, c'est pour l'amélioration de la cuisson. Des exemples d'utilisation de ces technologies en Afrique, vous avez, nous on travaille pas mal à Madagascar sur de la micro-hydroélectricité, pico-hydroélectricité, en Zambie aussi. Vous avez, alors on parlait d'éolien tout à l'heure et le solaire en disant on peut en faire partout. L'éolien, pour l'éolien, c'est pas vrai. On peut en faire un petit peu, 25% au Cap-Vert, 25% du grid vient de l'éolien. Il y a un peu de potentiel au Sénégal, on en parle sur la côte au Togo, au Bénin, il ne s'est jamais rien fait. Et sinon, après, c'est Kenya, pas mal, le mix énergétique du Kenya est assez... il y a une bonne part d'éolien, et après, il y a des choses en Namibie et en Afrique du Sud qui avaient été faits sous forme de finance carbone à l'époque, avec des projets de mécanismes de développement propre, dont vous avez dû parler ce matin. Des choses assez innovantes aussi, dans le lac Kivu, on voit les centrales au gaz. En dessous du lac Kivu, à la frontière rwandaise, vous avez une poche de gaz qui ne demande qu'à exploser, d'après les scientifiques. Et donc pour des raisons de sécurité et des raisons de business, ils sont actuellement en train de capter le gaz et ils font tourner des turbines. Et il y a une partie de l'électrification du Rwanda qui se fait avec le gaz du lac Kivu. Donc des solutions assez intéressantes. On parle des systèmes hors réseau solaire. Vous voyez les systèmes solaires domestiques. Il y a actuellement l'électrification rurale au Sénégal est faite sous forme de concessions. Il y a 8 ou 10 concessions, dont une partie qui a été attribuée et qui se fait sous forme de kits solaires. Et c'est ce que je vais vous montrer. Je n'ai pas de notion du temps. Je sais pas. Sur l'écran, donc sur là, des 30 dernières secondes. C'est terminé, d'accord. Alors, je vais faire très vite, il me reste des slides. Donc, les technologies donc, qui ne sont pas forcément connues en France, donc des lanternes solaires, donc on en parlait tout à l'heure pour l'éducation le soir, des kits solaires, donc c'est avec ça que se fait l'électrification rurale au Sénégal. Les systèmes solaires domestiques, enfin, c'est ça. Les foyers améliorés, je viens de vous en parler, qui améliorent la cuisson et qui diminuent les fumées toxiques. Et les systèmes biogaz domestiques, avec 2 vaches, vous récupérez les excréments que vous mettez dans les bassins que vous voyez à droite et vous générez du biogaz qui suffit à alimenter un foyer en gaz pour la cuisson des aliments. Et il me restait 2 slides que je vais faire en 30 secondes. Comment on approche ces marchés-là ?
Nous, on pousse souvent pour les questions d'énergie des approches régionales, de dire voilà, grosso modo, alors ça se débat, on peut couper l'Afrique en 1, 2, 3, 4, 5 grandes zones. Et pourquoi ces zones-là? Parce que vous retrouvez les grids énergétiques, les grids électriques, pardon. Vous avez à l'ouest le West African Power Pool qui connecte plus ou moins 14 pays d'Afrique de l'Ouest. Vous avez le South African Power Pool en Afrique du Sud. Le Kenya est plutôt dans son coin, mais il y a des velléités de relier Ouganda, Rwanda, Tanzanie. Et ce que vous voyez sur le bleu turquoise, c'est qu'en Afrique centrale, il n'y a pas grand-chose et qu'ils voudraient faire un grid, mais à l'heure actuelle, on n'en est pas encore là. Peut-être qu'avec le Grand Inga, on arrivera à avoir des connexions partout. Donc on comprend Voilà. Bon. en Afrique une réalité d'accès à l'énergie complexe, différente par pays, mais en tout cas une forte demande et des enjeux pas forcément simples pour pouvoir satisfaire tout le monde avec des réalités très contrastées. Voilà. Merci. C'est pour ça qu'on accompagne beaucoup d'entreprises françaises en Afrique sur ces questions-là, parce que c'est des marchés passionnants, ça nous passionne, mais pas évident d'accès. Donc la croissance durable se crée en France et aussi ailleurs. Merci beaucoup Guillaume.